Madame, Messieurs, nous sommes mercredi 25 octobre. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Nous sommes Kiosque et c'est ce magazine qui passe du lundi au vendredi sur CCTV. 9h30, on parle actualité aujourd'hui sans surprise. Le président de la République, président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CAC, il a été désigné hier à l'issue de la 10e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CAC comme médiateur de la crise tchadienne. Le président Félix Tshisekedi qui présidait hier ses assises aux côtés de ses homologues, Denis Sassou Nguesso, dit Dengues du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, mais aussi Mahamat Idriss Déby Itno, le fils du défunt Déby Itno, président, celui qui dirige d'une main de fer, la transition tchadienne, mais aussi plusieurs membres du gouvernement des États, des pays membres de cette sous-région. Quelles sont les manœuvres du président de la République, lui comme président en exercice, pour pouvoir, lui-même l'a dit, remettre sur les rails la transition tchadienne après ces dialogues? On parle du simulacre des dialogues. On a pensé que ces dialogues allaient apporter la paix au niveau de N'Djamena. Net, quelques jours après, ça n'est suivi. Les jeudis noirs, c'était les jeudis de la semaine passée. Un pouvoir qui a fait la répression sur son peuple. Le bilan définitif du côté gouvernement est dressé en termes de 50 morts, dont près de 300 blessés. La CAC a peut-être pris la part belle du côté de Mahamat Idriss Déby Itno. Pas de condamnation, pas de termes trop fermes sur cette répression inouïe, aveugle de l'armée et de la junte au pouvoir contre sa population. Mahamat Idriss Déby Itno qui fait face à une opposition armée, mais également une opposition interne. Il faut des élections, mais une frange de l'opposition interne, tout comme la société civile au niveau du Tchad, n'en veut pas de ce prolongement. Après plus de 30 ans de règne de la famille Déby, en tout cas les Tchadiens, du moins ceux qui s'opposent à cette famille, ne sont pas prêts à accepter cette dynastie de la famille Déby à la tête de ce pays. Autre sujet d'actualité, c'est en tout cas c'est l'amatation. On en a parlé hier, s'il faut l'appeler ainsi, les lamentations de Kigali. Vous avez vu son communiqué, Kigali, qui ne s'explique pas la reprise des hostilités à l'est du pays, mais sur le front ouest, tout comme sur le front nord. Les forces armées de la RDC maintiennent leur position à Djomba. Les intensifications de tirs d'armes et de faits sont signalées, même hier, mardi. Intense combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée rwandaise labellisée M23. Le ministre porte-parole a réagi donc à ce communiqué de Kigali. Kigali, les masques finalement tombent. Il commence à tenir les discours du M23. Les condamnations, mais aussi des approbations, la colère, levée des boucliers après les menaces de mort proférées par ces députés Daniel Safou, Elie de Moamba, aux journalistes Achille Kadima, Aneko, GED et plusieurs associations socio-professionnelles qui défendent la liberté de la presse. Un appel donc à la justice pour se saisir et appelle Mbosso à pouvoir interpeller ces députés indélicats, Daniel Safou Bouchemouni. Ces députés, ça pouvait se comprendre que des menaces de mort viennent de la part d'un autre député ou d'un autre politique, mais pas de la part de celui qui a été et qui reste, en tout cas, journaliste, professionnel des médias, que des indignations et des condamnations. On en parle tout à l'heure avec Pascal Onger. Pascal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge. Allez, à droite de Pascal, un deuxième invité. On va faire le plateau plein aujourd'hui. 3 invités sur ce plateau. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, à gauche. À droite chez vous là-bas, à gauche chez moi, vous avez Mike Gardidiana. Je l'appelle affectueusement ami de l'EPST. Mike Gardi, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue. Vous êtes autant ami de l'EPST, autant que ceux qui sont sur le plateau, ne serait-ce que par le fait d'être parent et avoir des enfants à l'école. Ça évolue à l'EPST. Oui, les choses, bon,
c'est vrai que les choses évoluent depuis un certain moment, mais je comprends le sens de la question aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui ont mené un combat pour dire qu'il ne faudra pas dormir sur ses lauriers. On a eu la chance de vivre pour la première fois une rentrée scolaire apaisée, sans tension, mais de là, il ne faudra pas en faire un acquis. Une première, hein? Et une première. Et la nécessité, c'était quoi? De voir au niveau de la résistance. Et la plus grande résistance dans ce sous-secteur vient des écoles conventionnées catholiques. Et je crois que ce plaidoyer a été entendu. Le ministre a engagé justement des assises d'évaluation qui vont se fermer le vendredi avec les coordinateurs nationaux et provinciaux des écoles catholiques. Question de voir un peu à quel niveau se situe le problème pour que certaines écoles fassent de la résistance à la gratuité, trouver des solutions de voies et moyens pour permettre à ce qu'il y ait de l'équilibre et que cette année continue dans son bonhomme de chemin, continue de manière apaisée comme elle avait commencé. Et je crois que c'est un travail à saluer. On espère que les catholiques vont fléchir. De part et d'autre, il y aura des concessions pour qu'on ait une rentrée et on ait aussi une effectivité totale de la nation. Vous gardez le micro. C'est toujours bon que les dialogues soient permanents. Il ne faudrait pas attendre que le gouvernement, via les ministères, les différents ministères, puisse engager des dialogues sociaux quand il y a un problème ou lors de la rentrée. Ça, il faut éviter. Les dialogues doivent être permanents. Allez, on va aller dans le premier thème de cette émission, Magadi Diana. Je vous disais tout à l'heure que vous devriez garder votre micro. Les micros, c'est pour que vous puissiez parler de cette mission accordée ou allouée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est le médiateur désigné au nom de la CIAC pour la facilitation du dialogue inter-tchadien. Ce dialogue a finalement eu lieu, mais plutôt pour que la transition aboutisse au bon port. Merci Serge pour la question. Je crois que pour pouvoir mener à bien cette négociation, il faudra comprendre quelle est la nature, d'où provient justement la difficulté. Oui. Et je crois, c'est ça d'ici qu'au-delà des informations protocolaires, j'ai l'habitude de le dire, je ne veux pas me cacher, la situation aujourd'hui est voulue par l'Occident, dans le sens où ce sont les mêmes personnes qui vous prêchent la démocratie, mais quand il s'agit de leurs intérêts, ils sont prêts à passer outre les dispositions, soit constitutionnelles, ou c'est là où je reviens pour dire aux Africains que malheureusement on est resté dans les considérations d'ordre normatif de la démocratie, notamment dans son approche électoraliste, qui finalement est un élément, est un instrument qu'on peut balloter selon le sens et les intérêts de ceux qui président vraiment à la destinée d'un État. Un président élu, malheureusement, qui avait déjà été dans une dynamique de divorce avec l'Occident, on a tenté de vouloir le renverser en faisant entrer le mouvement rebelle ou encore le putschiste par la Libye. Il décide de fermer la frontière. Il s'est fait maréchal. Exactement. Ça, c'est dans les gènes des Africains. Malheureusement, ce sont les alibis sur quoi repose justement l'Occident pour construire des éléments de langage qui finissent par créer un divorce. Mais malheureusement, peuple africain que nous sommes, nous ne tenons pas compte des subtilités des mots et d'usage qu'ils utilisent. Idriss Déby avait un lot de problèmes, notamment son caractère africain dans le sens du pouvoir, mais dans le fond, est-ce que ça revenait justement à cet Occident des dictées, de dire qui devrait l'être et qui ne devrait l'être et n'est pas l'être. Donc je crois qu'il a tenté de résister justement à ces renversements de l'Occident. Il est mort bien avant, on a menti qu'il était mort sur le champ de bataille, c'est une fausse information, comme toujours, c'est une histoire montée de toutes pièces. Mais aujourd'hui, maintenant, la question c'est qui sont les gens qui veulent maintenir justement... Il faut gérer les services après-vente. Exactement, le service après-vente, c'est quoi généralement? Il faut généralement mettre quelqu'un qui serait redevable justement à cet Occident-là, et pour asseoir une crédibilité sociologique, on trouve généralement dans le Yus Sangui, on prend un fils, on met là-bas, au mépris de la Constitution, au mépris des édits de la loi. Finalement, c'est parce que derrière, on a un objectif. C'est quoi l'objectif? Ce Tchad-là, depuis un certain moment, a été frappé de plein fouet par la chute de prix du pétrole, exclusivement dans la zone où le Tchad exploitait, pendant que la Guinée, de l'autre côté, continue à faire fortune pour le même produit. Vous comprenez, dans le sens où c'était vraiment un choix voulu. Aujourd'hui, on se pose la question sur la situation du Tchad. Je crois que le chef de l'État doit être très prudent. Lui aussi, en interne, il a déjà une dynamique où il a à dos l'Occident. Et je crois que quand il va aller, il faut beaucoup de sagesse. Dans le sens où, c'est vrai, quand lui voit la junte, moi je vois l'Occident derrière. C'est-à-dire qu'à ce stade ici, il ne faudra pas aller encore se mettre à dos le combat des gens qui constituent déjà maintenant là tes ennemis. Qu'est-ce que la frange anti-Mahamat Idriss Déby a gagné lors de cette deuxième session d'hier? J'ai comme l'impression que c'est lui qui en sort ragaillardi, adobé par ses pairs, aucune condamnation, même pas de regrets sur les morts
une journée jeudi de la semaine passée noire, répressive. C'est comme si rien n'a changé sous début père par rapport à début fils. Je veux faire un raccordement parallèle lorsqu'on parlera de la question du M23. C'est-à-dire, quand vous parlez de mort, pour eux, ce sont des dommages collatéraux, en fait. La réalité, c'est que quand vous le partez, oui, c'est vrai, je vous ai dit ici, qu'est-ce que vous attendez si, généralement, cette junte-là jouit déjà? Vous parlez d'adobé par les pères africains, je ne pense pas qu'ils en ont tellement besoin. L'essence, dans la mesure où ils ont justement la confiance, la crédibilité, justement, de ces puissants derrière, qui agissent par le truchement des autres. Je crois qu'à ce stade, ici, cette junte-là, je peux même tenter de prédire. Voilà comment ça va se passer. On va accorder une période de transition. C'est déjà accordé. Justement, dans cette période de transition, on va laisser la junte continuer à travailler, mais vous verrez que dans cette junte-là, ce sont les mêmes éléments qui, dans les prochaines échéances, reviendraient ou vont continuer. Ils vont candidater. Ils vont candidater, ils vont garder la main pour pouvoir présider justement à la destinée du Tchad. C'est malheureusement un schéma déjà connu. C'est un modus operandi que l'Occident a l'habitude d'utiliser parce que pourquoi changer une méthode qui marche quand l'Afrique continue à gober, continue à marcher, continue à accepter de telles propositions? Joseph Kongolo, je ne vois pas sur quel bouton, quel levier accélérateur va s'appuyer Félix Tshisekedi pour convaincre un peu l'opposition armée, mais aussi l'opposition membre de la coalition Wakitama de pouvoir rallier la transition. Parce que si vous regardez l'histoire, c'est que tous s'opposent à la durée de la transition. On trouve comme si c'est vraiment la dynastie Déby qui prend en otage toute la République. Et puis vous avez l'image que les Tchadiens ont du président Félix Tshisekedi. Alors, président de l'Union africaine, il a été le premier, lui et Macron, le président français, pour aller donner leur quitus à cette transition, cette prise de pouvoir par la junte militaire. Bien, merci beaucoup pour la question. Je voudrais dire d'abord que ce qui se passe dans la France-Afrique, ce n'est pas un élément à part. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un ordre mondial, un élément de la chute de l'ancien ordre mondial qui est en train de se transformer, de se muter vers un nouvel ordre mondial. Donc ce ne sont pas des éléments isolés. Je crois que même Félix, dans l'analyse des faits, s'il ne se place pas au-dessus pour comprendre que ce sont des éléments qui montrent effectivement qu'il y a un ordre mondial qui est en train, n'est-ce pas, de se muter, à ce moment-là, il ne comprendra pas, n'est-ce pas, ce qu'il faudra jouer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, au niveau sous-régional, il est connu de tous aujourd'hui que l'Afrique française refuse le dictat français. Et si Félix va dans le sens contraire... Il y a quand même ces sentiments-là. Absolument, absolument. Oui. Félix ne peut pas aller dans le sens contraire. Il ne peut pas aller dans le sens contraire. Pourquoi? La première chose, quand vous voyez la démarche de Félix, c'est quelqu'un qui est en train de courir derrière des postes après la présidence de la République. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'accent sur le dialogue et non pas sur la guerre. Oui. Effectivement, ce sont des présidents qu'on recrute. Il vient de l'opposition. Il vient de l'opposition. Effectivement. Il a subi ses sévices. Absolument. Donc, je voudrais dire tout simplement qu'il doit se placer au-dessus pour comprendre. C'est le monde qui change, n'est-ce pas? En même temps, dans la sous-région. Mais quelle est maintenant sa marge de manœuvre? Excusez-moi de vous interrompre malheureusement. Oui. Lui qui vient de l'opposition, hier, il a été victime de ce que l'opposition tchadienne vit aujourd'hui. La répression. Tout à fait. On a tué les gens de l'IDPS ici. On a même mis son père, défunt père, paix à son âme, en résidence surveillée. Mais lui qui vient, mais il trouve que dans cet environnement, il y a des Caïmas, dictateurs comme les Sassou Nguesso, comme les Déby Fils, comme les Archange Touadéra qui veulent modifier la constitution. Quelle est maintenant sa marge de manœuvre dans cet environnement des Caïmas? Heureusement que tu as parlé de toute cette équipe des présidents de la République. C'est le seul qui pouvait avoir une capitale confiance auprès de l'opposition tchadienne. Mais il est seul, il est seul. Effectivement, c'est ce que je dis. Ça, c'est la première chose. Donc, il doit capitaliser ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le président représente ou symbolise une nouvelle génération au pouvoir. Voilà. C'est-à-dire, il vient d'une opposition. Est-ce qu'il est bien vu par ce père du dictateur? Il n'est pas bien vu. Je suis très sûr. Le protocole, oui, le protocolaire, c'est normal, tout ça, ainsi de suite. Même dans le discours. Il n'est pas de ceux qui pensent que le pouvoir doit quitter du père au fils. Non, il n'est pas. Je ne pense pas qu'il soit de cet avis. Je ne pense pas qu'il soit de cet avis. Il ne peut pas l'être. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que le président de la République a reçu une mission très délicate. Très bien. Très, très, très délicate. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le président doit rester dans la logique, n'est-ce pas, de sa vision de la politique. La vision de l'UDPS. Parce que lui, en fait, il est un élément du parti. La vision de l'UDPS. S'il reste dans cette vision, je crois qu'il va prendre parti du peuple et de l'opposition. Mais en tenant compte des éléments en présence.
Il ne suffit pas d'avoir la vision. Non, mais il y a des éléments à présenter. Et justement, C'est le rapport de force, oui. Même le discours d'hier, il ne pouvait pas tenir compte de ce que vous dites tout à l'heure, les reproches que vous faites au discours. Non. Parce que lui, en tant que médiateur, il doit faire un effort pour être neutre, ou pour paraître neutre s'il le faut. Voyez-vous, il ne pouvait pas d'emblée commencer à condamner, à faire ceci. Vous savez que c'est une mission très délicate, la médiation. Ah oui. Donc, le discours devait être mesuré, Oui. calculé, pour garder la confiance des parts et des d'autres. Très bien. Merci beaucoup à vous, cher Joseph Kongolo. En tout cas, belle analyse. Hein. Merci Je bien. suis trop flatté. Pascal Ongier, mission difficile, mais pas impossible pour Félix Tshisekedi. C'est vrai, c'est un jeune président qui arrive dans un environnement de la région, la sous-région, et même au niveau du continent, qui est des dictateurs, ceux qui estiment que les pouvoirs devaient passer du père au fils. La prochaine étape pour Félix, c'est quoi? C'est de faire les déplacements d'Injamena. Je crois que on lui a enjoint encore 2 personnes pour pouvoir amener à bien cette transition. Il y a d'abord l'opposition armée, mais il y a aussi l'opposition interne. Hein. Plus de 50 morts. Aucun mot sur les morts, aucun mot sur la répression. Comment Félix va-t-il se départir? Un médiateur, c'est le concept. Hein? Oui. Le médiateur se met au milieu. Ah oui. D'un côté, il y a l'attaque, de l'autre côté, il y a la défense. Voilà. Et il va réconcilier les deux. D'un côté, il facilite l'attaque à pouvoir marquer les buts. De l'autre côté, il facilite la défense de pouvoir respirer un peu. Voilà. Je pense que c'est de cette façon qu'il va faire parce que ici, il ne sera pas là pour lancer les messages de condamnation à un camp. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il faut passer par l'histoire politique de l'Afrique. De mon point de vue, à chaque fois lorsqu'un militaire prend le pouvoir, de la manière qu'il peut prendre le pouvoir, souvent c'est difficile et facilement de céder le pouvoir à un civil comme ça. Et on trouve toujours des prétextes, des temps, des transitions. Finalement, on organise les élections et les élections, on part. Nous avons connu ce problème avec Joseph Kabila, c'est pratiquement la même chose. Même si, à l'époque, chez nous, nous n'avions pas la Constitution. Au Tchad, au moins, ils ont la Constitution. Nous n'avions pas la Constitution à son temps, ça c'est vrai. Mais quand Moussé Laurent Désiré Kabila est décédé, il y avait des gens qui étaient prédisposés à pouvoir avoir le pouvoir. Oui. On ne pouvait pas imaginer à son fils... Autrement placé plus que Joseph Kabila. Quand vous prenez tous les profils, on ne pouvait pas imaginer à Joseph Kabila prendre le pouvoir à son temps. Mais du coup, il a eu le pouvoir. Lorsqu'il a le pouvoir, en 2001, nous on pensait que, je m'en souviens, lorsqu'il balbutiait à sa première lecture, on disait dans 2-3 jours il va céder. Mais il va rester jusqu'à gérer la transition, jusqu'à organiser les premières élections, jusqu'à avoir un premier mandat, jusqu'à avoir un deuxième mandat, jusqu'à tenter d'avoir un autre mandat. Et donc, c'est généralement comme ça en Afrique. Mais ici, c'est que, parce que nous parlons de notre président qui est sur place là comme médiateur, je pense ici qu'il comprend les enjeux. Vous l'avez interpellé comme un ancien opposant, mais cette lecture, je ne pense pas qu'il a oublié. Mais simplement, lorsque j'ai vu les gens marcher, nous devons aussi être francs lorsque nous faisons des analyses. Les gens marchaient, mais comme si une population qui était déterminée à en découdre. Et pourtant, on sortait d'un cadre d'échange. Dans ce cadre d'échange, on a pris aussi les vrais opposants. Comme Salika Kebzabo, hein, Premier ministre. le Premier ministre. Alors, il fallait, et aussi on avait invité l'autre opposant qui n'est pas venu, il fallait qu'il vienne échanger avec les amis et voir comment avancer. Parce qu'il fallait au départ qu'il fasse cette lecture que moi je fais ici, lorsque c'est un militaire qui a le pouvoir, il y a des raisons claires à ne pas céder facilement le pouvoir à un civil. Ça c'est une donne. Maintenant échanger C'est une donne. stratégiquement, intelligemment avec lui, pour que, en tout cas ensemble, ils puissent gérer correctement leur pays. Moi je crois, chère Diana, que les saluts du Tchadien, du Tchad et du peuple tchadien ne viendra pas de la CIAC. Hein. C'est au peuple tchadien eux-mêmes de se prendre en charge. Parce que, en tout cas à mon avis, excusez-moi, c'est mon point de vue, je trouve que rien n'a été sorti de bon, aucune fumée blanche pour ce peuple tchadien. Heureusement que vous le dites, parce que je veux aussi, moi, avoir une autre façon... Comment comprendre que pendant plus de 30 ans, une famille gère l'État? Même le fait simplement de voir du père au fils, ça peut énerver les consciences. C'est un sujet qui peut justement créer une tension sociale. Il ne faudra pas prendre à la légère cette donne-là. Mais seulement, j'ai un petit faible sur la notion dont on a évoqué ici des médiateurs. Être médiateur ne veut pas dire... Souffler le chaud et le froid. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Vous savez pourquoi? Quand vous dites que le fait d'être médiateur, il ne doit rien dire et ne faire que constater.
Je pense ici qu'à la limite du possible en tant que médiateur, il devrait fixer le cadre. Est-ce qu'on peut d'abord constater le fait que la constitution tchadienne a été violée? Ça, c'est un constat. C'est un fait. Un fait. Et pour ça, qu'est-ce que l'Union africaine a fait? En fait, Et à l'époque, l'Union africaine, pour ne pas vous couper, l'Union africaine était dirigée par Félix Tshisekedi. C'est là où je dis que finalement, on est en train d'agir exactement comme les Occidentaux. Voilà. C'est là où il ne faut pas tomber. Parce qu'à la limite du possible, une bonne médiation, c'est une médiation qui sait faire l'état des lieux. Oui. À ce stade ici, il y a une constitution qui a été violée. Voilà. Il y a des valeurs, il y a des idéaux. Et aussi au-delà de ça, puisqu'on est dans un processus des discussions de change, ne vous servez pas de la résistance des autres pour engager justement le rapport de force dans le sens où aller torpiller, détruire, tuer les gens. Ça, il faut être à même de le dire. Comment expliquer cette violence contre son peuple? Plus de 50 morts. C'est ce que je suis en train de dire ici. Il ne faudra pas qu'on fasse justement le lit de la culture occidentale quand ils viennent en Afrique. Vouloir être un médiateur, vouloir engager les deux parties dans une discussion, c'est aussi savoir fixer le cadre. C'est-à-dire limiter, être à même de faire. Et je crois que c'est comme ça qu'on se fera respecter. Bon, écoutez, on veut discuter de part et d'autre. Quels sont les faits? Il y a eu violation de la Constitution, ça c'est un fait. Il y a eu meurtre de part et d'autre, ça c'est un fait. Mais maintenant, comment faire pour trouver une solution, une jonction, pour que finalement chaque partie se fasse entendre, mais aussi chaque partie fasse ce qui est essentiel. La médiation ne veut pas dire faire l'hypocrisie. Arriver ici, ne pas être en mesure de dire, ça c'est malheureusement la mentalité que nous on a ici. Quand je veux concilier Serge et Doudou Montiri, je crois que quand j'arrivais, je vais chez Serge, Serge me dit, je ne suis pas en même de dire à Serge qu'à ces niveaux tu as tort, dire à Doudou Montiri à ces niveaux tu as tort et trouver le milieu. Ça, je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Ah, c'est ça d'ici le chef de l'État, je le dis ici. Comme sur le plateau, il doit être très sage. C'est un débat très délicat, je le sais, mais il doit aussi savoir qu'en face de lui, c'est vrai, lui, il pense à faire à deux camps tchadiens, mais derrière un camp, il y a justement ces Occidentaux qui constituent aussi un problème pour lui dans son pays. Donc c'est à ces niveaux-là qu'il doit prendre la nuance, il doit prendre la bonne mesure de choses et aussi comprendre qu'au-delà de ça, s'il est arrivé à être justement désigné médiateur, je reviens sur des éléments qui ont été dit ici, c'est parce qu'on a regardé dans son profil. C'est quelqu'un justement sur qui on croit justement apporter cette neutralité et apporter quelque chose de différent que les autres dirigeants africains qui sont un peu mouillés dans cette politique de la marmaille, il est dans 3-4 constitutions qui voient les choses différemment. Voilà. On pense que c'est un sang nouveau, il ne faudra pas qu'il foire ce coup-là. Et à ce stade-là, je crois que la meilleure des choses, monsieur le chef de l'État, ne faites pas la politique d'autrefois. Ne jouez pas à l'autruche avec les deux partis. Il faut être en mesure de dire de part et d'autre ce qui va et ce qui ne va pas pour que finalement il y ait une jonction et que cette tension, ça ne servira à rien de continuer dans une transition où chaque jour la population qui résiste par de fait, c'est logique, on doit comprendre. On est dans un contexte assez particulier, cette population-là est en train de manifester. Il faudra à ce stade ici qu'il y ait une certaine accalmie et qu'on engage un vrai dialogue social. Non seulement avec l'élite, mais aussi avec justement cette base-là qui a besoin justement de comprendre dans quelle dynamique, dans quelle direction cet État tchadien est en train de partir. Parce que avant que vous n'arriviez dans la médiation, cet Occident-là voulait torpiller. Le plus important, Pascal, c'est le retour à la normalité. Hein. C'est vrai, Félix Pébo, il peut, mais c'est aux Tchadiens eux-mêmes de s'autodéterminer. Oui, mais il y a une réalité, c'est que le médiateur n'a pas la possibilité d'imposition. Donc il sera là dans la conscientisation. Il va rappeler les deux parties à la nécessité de trouver solution à la question. Et je parlais ici d'un militaire qui a le pouvoir. Lorsqu'un militaire a le pouvoir, je ne sais pas, dans le cas d'espèce là, pour le faire partir, ce n'est pas à Félix de faire partir son militaire. Donc il sera en face de lui. Il aura en face de lui deux parties. C'est comme ça que je parlais du médiateur. D'un côté, il a l'attaque, de l'autre côté, il a la défense. Donc ici, c'est question de faire comprendre aux uns et aux autres la nécessité de se mettre ensemble, d'envisager l'organisation des élections dans un délai convenable pour qu'on revienne au respect de la Constitution. Parce qu'à ce stade, respecter la Constitution sera difficile. Respecter la Constitution voudrait dire que le civil prenne le pouvoir. Alors que nous savons que c'est un militaire qui a le pouvoir. Je vous ai parlé de l'expérience. Il est difficile qu'un militaire cède comme ça le pouvoir à un civil. On sera obligé, malgré qu'il soit médiateur, vous êtes réaliste, vous êtes réaliste, de composer avec ces militaires à la tête du pays et envisager. Maintenant, c'est plutôt aux Tchadiens de se réorganiser déjà. Lorsqu'il y aura élection, dire que cette famille nous a dirigés il y a longtemps, il ne faut pas, cette fois-ci, à travers les élections, donner encore... Mais la crainte, c'est que si vous laissez ce fils Déby diriger cette transition, il a
toute l'alchimie, toutes les manœuvres pour Serge, pouvoir torpiller le processus Serge, à l'interne et se maintenir par des élections. Soyons objectifs. Il n'y a pas moyen de faire partir celui-là. Il a les armes, il a le pouvoir aujourd'hui. Le faire partir, c'est par la force. Ouais. De quelle manière? Il faut encore prendre les armes pour le chasser. Ça, c'est une évidence. Donc, pour qu'il parte, c'est les élections. Donc, il faut aujourd'hui accepter la transition. Mais comment son père est parti? Il n'est pas Dieu le Père. Hein? Non, mais je ne dis pas qu'il soit Dieu. Voilà. Mais simplement, son père est parti comment? Simplement, c'est un militaire, il a le pouvoir aujourd'hui. Si on veut le faire partir, Serge, en toute réalité, il faut prendre les armes et le faire partir. Non, le problème, c'est pas de le faire partir. Le problème, c'est de trouver un compromis. Comment il faut trouver un compromis? C'est ça que je dis. Ce n'est pas parce que vous avez des armes. Attendez, chacun choisit son métier. Vous avez choisi d'être journaliste. Lui, il a choisi d'être militaire. Mais la place du militaire, c'est à la caserne. C'est cela l'incomble, malheureusement. Vous quittez maintenant la caserne, vous voulez occuper le palais. C'est cela l'incomble. Si on peut poser le problème de cette manière pour dire pourquoi les militaires à chaque fois prennent le pouvoir, là, ça devient notre débat. Mais là, l'évidence était que, effectivement, c'est un militaire qui a le pouvoir. Oui. De mon point de vue, après analyse, j'estime que pour qu'il quitte, il faut un dialogue qui va les amener aux élections. Maintenant, c'est aux Tchadiens de se dire, lorsque nous irons aux élections, nous devons voter contre l'office d'Idriss parce qu'on ne peut pas accepter que la même famille nous dirige pendant longtemps. Non, il ne faut pas attendre les élections. Il faut contrôler les processus qui mènent vers les élections, c'est-à-dire la transition. En réalité, les problèmes ici, ce n'est pas les élections. Le problème, c'est on veut contrôler le processus. On veut contrôler d'abord le processus avant de parler de la création des gouvernances. Des gouvernances. Il y a même la question des élections. La question des élections. Mais effectivement, parce que au moins, même pendant qu'on contrôle le processus, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y aura quelqu'un qui va continuer à gérer le pays. Très bien. Nous avions vu ici, à l'époque de Joseph Kabila, on voulait à tout prix. C'est comme ça que l'UDPS a refusé même de participer aux élections en 2006. On voulait à tout prix contrôler. Mais lorsque nous sommes allés aux élections, 2006, en toute sincérité, qui était élu? Nous avions vu Malouma aller proclamer les résultats dans un char de combat. Merci Pascal. Ici, ce n'est pas le fait de préparer les élections qui va garantir, mais au moins, je pense de mon point de vue, de sensibiliser l'opinion tchadienne, de comprendre, et comme nous le disons ici, on ne peut pas continuer à être accepté, on ne peut pas continuer à être dirigé par une famille pendant des décennies. Ah oui, ça aussi, ça aussi. J'aimerais vous poser une question, cher, pour terminer et prendre les deuxièmes thèmes de l'émission. Ces oppositions africaines, excusez-moi, c'est malheureusement que ça tombe pendant que le président Félix est président de la République. Oui. Hier, il était dans l'opposition. À un petit coup de feu sur les manifestants, il appelait l'Union africaine à condamner, il appelait l'Union européenne à condamner. Mais lui qui était hier, avant Macky Sall, président de l'Union africaine, au lieu de condamner la prise des pouvoirs par la junte militaire au Tchad, il est allé plutôt serrer la main du général, de ses fils d'Idriss Déby. Deuxième élément, Salih Kebzabo, qui était hier opposant à Déby père, qui était réprimé dans les sangs hier. Mais aujourd'hui, il est Premier ministre, il condamne aujourd'hui les opposants de son gouvernement. Est-ce que les oppositions africaines apportent quelque chose de nouveau une fois au pouvoir? Je crois que c'est lui qui peut apporter quelque chose de nouveau, c'est l'UDPS. Parce que c'est la seule opposition en Afrique, dans un régime dictatorial, n'est-ce pas, qui a réussi à accéder au pouvoir par des élections entre guillemets. Voyez-vous? Je crois que la démocratie n'annule pas l'irrationalité de la politique, en fait. Ah, très bien. Vous avez tout dit. Il n'y a plus rien. Vous avez tout dit. Vous voyez ce papa-là, il est trop vieux. Elle est irrationnelle elle-même. Peut-être que pour lui, c'est la toute dernière chance avant de mourir. Ça l'est déjà bon. Un peu comme Tibala. Un peu comme Tibala. Ah, voilà. Je me rappelle la petite histoire de notre président de l'Assemblée. Oui. Il semble que c'était aussi la même chose. Ah oui. Quand on lui proposait de rejoindre l'Union sacrée. Voyez-vous? Alors, quand il voit devant lui... C'est que l'Afrique, on tourne en rond en fait. Hein. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voudrais dire ceci. La grande différence de l'opposition que l'UDPS a menée en Afrique, c'est que l'UDPS avait des embranchements dans toutes les chancelleries occidentales. L'UDPS. Ce qui est différent de la plupart d'oppositions, qui sont des oppositions... regardez le président Alpha Condé. Oui. Alpha Condé est un opposant emblématique. Il est venu à la francophonie ici. Le président Tshisekedi père l'a reçu. On disait que c'était un opposant, Alpha Condé. Mais Alpha Condé arrive au pouvoir, il finit ses 2 mandats, il veut modifier la constitution. Exactement. Donc c'est ça, c'est ce que je dis. Quelque part,
l'irrationalité. Macky Sall aujourd'hui, il était opposant à Wade. Macky Sall arrive au pouvoir, il finit ses 2 mandats, il veut avoir un 3e mandat. Malheureusement. Archange Faustin Touadéra, La même chose. il s'oppose à tout le monde, il arrive, il finit ses 2 mandats, il veut avoir un 3e mandat. Moi, je voudrais dire ceci, que si Félix, avec des objectifs cachés qu'il a après la présidence de la République, il a des atouts majeurs. Le premier atout, c'est que Félix est accepté dans toutes les chancelleries du monde aujourd'hui comme étant un sang nouveau. Je vois sur sa dernière invitation par Forbes, je crois que ce que j'ai entendu, des analyses, n'est-ce pas, sur les chaînes internationales, on comprend très vite que c'est quelqu'un qui sort un peu de l'extraordinaire, pendant que tout est en récession, c'est lui qui sort la tête, pendant que le budget, il multiplie le budget par 3 malgré la Covid, et ainsi de suite, et tout ça. Je crois que quelque part, il commence à être accepté dans certaines chancelleries. Il faudra aussi rappeler, pour prendre le 2e et dernier thème de l'émission, que c'est sous les règnes de Félix que la police a gazé les médecins ici, avec des coups de sang ici. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais dire ceci. Il y a... Tout n'est pas que blanc, hein, sous Non, Félix. non, tout ne peut pas être blanc. Quand on dirige, tout ne peut pas être blanc. Que vous soyez Joe Biden, que vous soyez je ne sais qui, tout ne peut pas être blanc. Allez, on va prendre le 2e et l'avant-dernier thème de l'émission, mesdames et messieurs. Joseph Kongolo, Pascal Ondier, Gardi Diana, ami de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je vais même ajouter technique. Il ne revient pas trop souvent sur la question, l'aspect technique de l'enseignement. On va prendre le dernier virage de ces mags. Joseph Kongolo, vous gardez le micro pour aborder la question de ces affrontements. Ça a commencé, à vrai dire, le jeudi, mais c'est le vendredi passé qu'on a été informé. Bon, c'est un peu un jeu de ping-pong. Hein. Les M23 version Rwanda disent que c'est l'armée congolaise qui a attaqué. L'armée congolaise dit faire l'offensive. L'élément nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a ces communiqués de Kigali, en termes de lamentation, ça c'est mon point de vue, qui commence à dire Kinshasa a violé les mécanismes, il fallait une trêve, la trêve est rompue, et la réplique de Kinshasa, ce qui est vrai, c'est que l'armée garde encore ses positions, que ce soit sur le front nord, tout comme sur le front est. Oui, vous savez, la communication militaire, il ne faut pas beaucoup se fier, oui. Parce qu'elle entre dans le cadre de leur stratégie. Oui. Donc, il faut toujours chercher la plus bonne information. Elle peut être au-delà même de la communication officielle. Donc, ce qui est vrai, c'est que le Rwanda s'est retrouvé depuis un certain temps devant une autre armée congolaise. Voyez-vous, qui n'est pas une armée forte, mais tout simplement une autre armée congolaise. Ah oui. Ça, c'est le meilleur constat. La version améliorée. Oui, une version améliorée. Oui. Donc, il a tenté les méthodes habituelles qu'elle a toujours utilisées. Malheureusement, ça n'a pas collé. C'est-à-dire que nous sommes devant, ils sont vraiment devant une autre armée congolaise. C'est un autre objectif maintenant. Oui, c'est vrai. Ils doivent affûter de nouvelles stratégies, n'est-ce pas, et d'autres objectifs. Et je crois que notre armée, la jeunesse qui est allée là-bas, je crois que ce sont des gens qui sont venus de Lubumbashi, je crois, qui sont allés là-bas, ils ont été suffisamment armés moralement pour pouvoir résister au minimum et au besoin. S'ils ont des moyens, je crois qu'ils peuvent faire quelque chose de bon. Donc j'ai un ami personnel qui est au front et chaque jour il me fait le rapport. Il me dit que non, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Moi j'ai un petit frère biologique qui est au front. Oui, avec le nouveau sang, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui manque de notre côté pour pouvoir donner un peu du tonus à tous ces jeunes gens. C'est comme ça que bon, les moyens sont difficiles. Alors comment interpréter cette sortie médiatique du Rwanda? Comment vous l'interprétez? Oui, vous savez... C'est maintenant le Rwanda qui commence à plaider la cause de ces, entre guillemets, rebelles congolais. Mais justement, écoutez, vous avez asphyxié le Rwanda, ça n'oubliez pas. Tout ce que le Rwanda gagne en RDC, ça ne passe plus. Si ça passe, c'est vraiment en très petite quantité. Vous avez asphyxié un pays qui n'a rien en fait. Qui ne vivait que... Qui cherche maintenant l'argent derrière les réfugiés qui viennent de la Grande-Bretagne. C'est de le monde que le Rwanda vivait. Oui. Et plus l'exploitation... C'est un pays mendiant. Hein? Donc aujourd'hui, le Rwanda cherche la négociation. C'est tout simplement demander la levée tout simplement de toutes ces mesures. Donc le Rwanda est asphyxié parce que même la communauté internationale avec le rapport de l'ONU, ils comprennent que nous donnons l'argent pour renforcer une armée qui bouscule, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est le Rwanda qui parle si
réellement Kigali devrait parler au nom de la CEEAC. Il y a des pays membres. L'Ouganda ne parle pas. Comment la Tanzanie ou sont encore le Kenya ne parlent pas. C'est le Rwanda qui parle. Écoutez, j'aimerais que vous se donniez une interprétation quand même. Ça fait longtemps que le Rwanda a communiqué. Le Rwanda vous dit que non. Le Rwanda commence à rappeler Kinshasa ses engagements de Luanda, ses engagements de l'EAC, ses engagements au niveau africain. Non, il fallait cesser les armes. Est-ce qu'un État qui voit une partie de son territoire être occupé ne peut pas lancer l'assaut contre ces... Mais justement, Patrick l'a dit, Patrick Mouyaya l'a dit, le ministre de la Communication, il a dit clairement qu'aujourd'hui, le Rwanda est obligé, n'est-ce pas, de se découvrir. Il s'est dévoilé. Absolument. C'est-à-dire que le voile est tombé, maintenant on voit que c'est le Rwanda qui attaque, ça n'a rien à voir. Ils ont emprunté le nom. Ils ont tout simplement emprunté le nom de M23, mais en réalité, c'est le Rwanda qui est en train de manifester son mécontentement contre, n'est-ce pas, toutes les décisions que le gouvernement congolais a prises, n'est-ce pas, ainsi de suite. En réalité, c'est ça. On voudrait, dernièrement, j'ai suivi, on a remis pratiquement le discours le discours de Sarkozy et l'actuel président de la République, qui disait que non, il faudrait que la République démocratique comprenne, il faut partager les richesses de la République, et ainsi de suite. Je suis en train de comprendre que le Rwanda fait pression sur ses amis, en quelque sorte, en particulier la France. En particulier la France. Il fait pression, voilà, maintenant là je suis asphyxié, tout ça, tout ce que vous me donnez, je ne sais plus vivre avec ça, et ainsi de suite. Bientôt, ça sera peut-être des tensions sociales au niveau du pays, parce qu'il y a trop de chômage, il y a trop de chômage au Rwanda, avec la fermeture de plusieurs usines, et tout ça. Donc, je crois que c'est la pression pour arriver tout simplement à provoquer la négociation. En fait, cette attaque, ce qui se passe aujourd'hui, on voudrait provoquer absolument la négociation. Parce que le Rwanda a compris, ou le M23 si vous voulez, compris qu'il ne peut pas progresser, et de la même manière que le Congo attend, n'est-ce pas, d'attaquer un assaut pour récupérer Bunagana. Alors, se voyant dans une situation d'impuissance, ils préfèrent provoquer tout simplement la négociation entre les deux. Moi, je crois que c'est ça la stratégie. On dit que les FARDC sont à Kabindi, c'est sur le front ouest, dans le Djomba, mais sur le front nord, ils sont au niveau des Kibaya. Vous connaissez ces deux localités? Oui, je connais. J'ai été à Rangira, oui. Je m'en souviens. Des Rangira à Kabindi, ce n'est pas très loin. De Kabindi à Shengerero. Shengerero, c'est à 12 km de Bunagana. C'est là que les deux parties s'affrontent. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que le M23 n'affiche plus l'image qu'il nous affichait il y a quelques jours passés. J'ai un ami d'ailleurs qui est à Noledola, il me dit qu'à Bunagana sur place, il n'y a plus vie. Tout le monde a quitté Bunagana. Et la population qui est allée en Ouganda, et les militaires M23, nombreux ont traversé, ils sont déjà partis. Et donc, parce qu'ici, il s'agit d'analyser le message du Rwanda. Paul Kagame dénonce l'intensification des nouvelles attaques par les FARDC contre le M23. Ma première préoccupation, c'est comme le ministre de la Communication, je l'ai suivi hier, mais il n'y a pas longtemps ici, nous continuons à dire que le M23, c'est l'agression, c'est le Rwanda. Je ne peux pas comprendre l'absurdité. À partir du moment où, parce que Paul Kagame nous contredit, lui dit toujours qu'il s'agit d'une rébellion congolo-congolaise. Mais alors, comment un État qui veut récupérer maintenant son intégrité territoriale, tout en attaquant une rébellion qu'il attaque, comment cela peut maintenant intéresser un autre État? Il va y dire incitation à la haine tribale. Je comprends. Ça, c'est un langage stratégique. Comment lui peut défendre une communauté qui n'est pas la sienne? Voilà. Il prétend avoir plus d'intérêt dans une communauté congolaise que la communauté rwandaise. Est-ce que c'est lui qui doit nous identifier tel est rwandais, tel n'est pas rwandais, tel est congolais, tel n'est pas congolais? Ça, c'est le fonds de commerce du Rwanda. C'est notre travail interne. Oui. À quel moment il a vu? Il sait que toucher à cette fibre, c'est toucher à la sensibilité internationale. Effectivement. Il parle également de l'utilisation... Mais finalement, cette recette a montré ses limites. Il parle de l'utilisation des armes lourdes. Là aussi, je vais répondre au secrétaire général de Nations Unies. Pas longtemps, il a fait une déclaration ici, tout le monde l'avait suivi. Oui. Il dit, l'OM23, c'est une bonne armée. Il n'a pas condamné l'OM23. J'étais, je crois, avec mon confrère congolais. Joseph, oui. J'ai démontré que c'est impensable qu'un secrétaire général des Nations Unies, une organisation qui devrait en principe défendre les intégrités territoriales des pays, non. Mais aujourd'hui, le secrétaire général de cette organisation défend maintenant les structures qui attaquent les États et les assences. Mais d'où viennent aujourd'hui les armes lourdes? Parce qu'on nous a fait comprendre hier que nous ne sommes rien.
ça a été une guerre. Ça s'est préparé, Serge. Il y avait un plan qui a été confectionné. C'était que on connaissait des défections chez nous ici. La trahison. Que les officiers quittent notre armée, rejoignent le M23, qui démontrent à la face du monde effectivement que le M23 est fort. Qui prennent nos armes, qui remettent ça au M23. Heureusement que la dernière mise en place de militaires par le chef de l'État a fait bouger les choses. Vraiment a tout déjoué. Et maintenant, Kagame, jusqu'à ce moment où nous sommes en train, j'ai pari, il est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il peut. Mais il faut en même temps qu'on réfléchisse sur le déploiement des militaires des pays de l'Est. Il y a une question d'argent aussi qui se pose. Je vous disais ici, peu importe leur présence, nous ne pouvons pas croiser les bras sans attaquer. Je pense qu'ils m'ont compris. Aujourd'hui, nous attaquons, même malgré qu'ils soient là. On m'a appris, je crois que c'était hier, que le président kenyan, qui n'est pas d'accord avec ce plan-là, parce qu'il n'est pas obligé de suivre son prédécesseur, il aurait voulu que ces militaires y rentrent. Nous n'avions pas compris, que ce soit nous, que ce soit notre pays, que le président qui était déjà avant au Kenya était à la porte de sortie et qu'on ne pouvait pas négocier de tels accords avec lui. L'autre est venu, je crois qu'il voit les choses autrement. Et voilà pour dire ici, si on parvient à déjouer beaucoup de choses du M23, c'est parce qu'on a mis l'accent sur l'identification des traîtres et dans l'armée et dans la population. Dans les renseignements. Dans l'armée, nous avions eu beaucoup d'officiers, peu à peine congolais, qui, aussitôt que nous montions des stratégies ici, ils informaient l'adversaire. Merci Pascal. Excusez, je termine. Que ce soit du côté de la population, vous allez voir même la manière de communiquer. Il y a beaucoup d'infiltrés dans la population également, qui démontrent toujours que le M23 est toujours fort, il est là. Et alors qu'en réalité, les choses changent. Les choses, nous avons notre tableau. Il y a une autre réalité sur le terrain. Alors on ne peut pas, on aime le pays, on est civil, on est d'informer à l'avantage de votre pays, mais vous informez à l'avantage de l'ennemi. Mais c'est un peu absurde. Pardi, vous terminez l'émission. D'accord. Avec ces intensifications des opérations à l'est du pays. C'est le Rwanda qui accuse maintenant Kinshasa de pouvoir torpiller tous les accords, torpiller tout ce qu'il y a eu comme compromis au niveau africain, Union africaine, au niveau EAC, mais aussi avec récemment les présidents français. La question c'est que, quels sont ces compromis-là? Parce que depuis les discussions, Kinshasa avait déjà dit niet à toute forme de discussion avec le M23. Et pour ne pas vous couper, on avait demandé les retraits des positions. Les retraits des positions. Mais ces gens n'avaient pas obtempéré. Voilà mon point de vue. Je ne veux pas, moi, ici, tourner autour du pourquoi de la réaction du Rwanda. Je l'ai déjà dit ici depuis toujours. Cette guerre, autrefois par procuration, a fini par mettre à nu les vrais tireurs de ficelle et les vrais combattants de cette guerre-là, qui est le Rwanda et ses commanditaires. Mais dans le fond, c'est que ce que le Congolais ne savent pas, à moins que je peur de ne pas trahir un secret, c'est que par déficit, à Bunagana, il y a presque de l'exode qui s'effectue, par manque de vie et d'organisation sociale en interne. Vous ne pouvez pas imposer la circulation d'une monnaie locale sans tenir compte des agrégats économiques. C'est une faiblesse, c'est de la naïveté. Au-delà de ça, par manque, absence de vie des gens. Et justement, ces vides-là facilitent et limitent les dégâts en termes comment dire, limite les dégâts en perte de vies humaines en cas d'opération. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que les gens ne savent pas. Le M23, constatant la résistance de la RDC sur le refus de négocier, ont tenté de vouloir mettre la pression en élargissant leurs hommes. Il ne faudra pas oublier, il y a quelques jours, on a arrêté 3 éléments du M23 à Goma qui préparaient justement un autre assaut pour occuper cette fois-là le centre névralgique et justement faire fléchir Kinshasa. Ils veulent jouer un peu en guérilla. Hein? Exactement. Ils voulaient, constatant que rien qu'avec Bunagana, le Congo ne fléchit pas, il fallait faire évoluer la zone d'occupation. C'est ce qu'ils ont tenté avec certains généraux qui ont été mis aux arrêts. Exactement. C'est ce qu'ils ont tenté avec la complicité de certains. Les gens n'ont pas compris le changement brusque au niveau de l'armée. On a fini tous par le comprendre après. Donc, pour limiter cela, il fallait aussi justement déranger le M23 dans leur positionnement. Et cette armée-là, dans la stratégie, devrait aller s'écouler. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte que tous les discours, j'ai l'habitude de le dire, on a fini. Que les Nations Unies nous présentaient ici, la capacité logistique qu'on vantait du M23, en fait, c'est un leurre. C'est ce qu'on a fait les effets placebo. C'est-à-dire c'est un effet placebo. Et c'est ça dans la dynamique parce que, même quand vous suivez au niveau... C'est l'épouvantail qu'on nous bandissait là. Exactement. Même aux Nations Unies, vous verrez que quand le chef de l'État finit son discours, le Rwanda
est vite allé vers ses parrains pour conditionner un dialogue sous la médiation de la France. Je l'avais déjà dit ici, c'est l'agenda du Rwanda, ce n'était pas l'agenda de la RDC. Oui. Mais justement, pacifiste, il est allé, il a discuté, il a écouté. En temps normal... En fait, en réalité, ce ne sont pas les armes sophistiquées. On a vu ça en 2004. La vérité, c'est quoi, Serge? Quand ces gens-là voulaient attaquer Goma, c'est l'ONU qui leur dit attaquer ou n'attaquez pas. La vérité, c'est que derrière, il y a un plan. Et tout ce qui est fait jusqu'aujourd'hui, de la coercition en matière de procuration d'armes jusqu'à maintenant, c'est pour nous dissuader de ne pas engager un rapport de force avec le Rwanda. Et justement, c'est comme nous, on a l'habitude de les dire. Ils savent qu'on va les écraser. Et justement, et je crois que l'armée s'est rendue compte finalement et a fini par entendre cette voix. Si on veut fléchir ces gens-là, il faut qu'on leur prouve qu'on est capable de pouvoir sécuriser notre territoire. Il fallait mener des offensives. Il semble que c'est le seul langage qu'ils occupent. Exactement. Là, maintenant, diplomatiquement, le Rwanda continue à faire des appels de pied, justement avec ces communiqués-là, parce que les intérêts. Derrière Bunagana, il y a des intérêts économiques. Le Rwanda doit de l'argent à beaucoup de partenaires, notamment les Américains qui ont aidé à l'installation, justement, des usines de raffinement d'or, qui... Le contrat n'a pas été respecté du fait que le Rwanda, qui était l'interface avec la RDC, n'a pas joué franc jeu. On a fermé, il se retrouve face au mur, et le Rwanda justement voulait occuper Bunagana stratégiquement parce que c'est le deuxième fosse frontalier qui rapporte beaucoup en termes de trésor public. Donc en gros, ce sont des intérêts énormes. Merci. Et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là. Merci à Pascal Onger, à qui j'accorde la parole pour un mot de soutien à Achille Kadima, qui a reçu des menaces de mort. C'est bien dommage qu'on en parle. Hein. J'aurais bien voulu que ça vienne des autres politiciens que de quelqu'un qui a été journaliste. Vous avez suivi l'audio de ce député Safou Daniel qui dit détenir les armes à feu, il va en finir avec les confrères Achille Kadima. Nous devons avoir des comportements très responsables. C'est comme ça que souvent j'évoque Héraclite d'Éphèse, hein, tout cool. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes député que vous allez croire que même pour les prochaines élections vous serez réélu. Je ne pense pas trop. Et lorsque vous ne serez pas réélu, vous êtes citoyen normal. Mais avec vos confrères, avec vos proches, vous avez des propos menaçants. Alors, je me pose la question, ça sert à quoi? J'ai vu même le débat avec le ministre de Molindo Sakombi. Mais c'est indécent. Indécent. Un député, je pense, parce que j'ai toujours dit ici, je suppose, ce sont les meilleurs d'entre nous qui devraient être à l'Assemblée nationale. C'est pas n'importe qui doit être à l'Assemblée nationale. Et nous, ici, surtout à travers ce plateau, ça fait mal parce que c'est une mauvaise image. Les gens nous ont fait confiance, surtout lorsque nous engagions le débat 2017, 2018, 2019, enfin, jusqu'aux élections d'ailleurs. Les gens ont cru que nous étions les bons et les meilleurs. Mais lorsque nous sommes à l'Assemblée nationale, nous ne savons pas afficher cette image. Ne fût-ce que par notre prestation comme député national, ne fût-ce que par nos engagements en termes de propositions de loi à présenter à la nation, ne fût-ce que par l'image que nous devons afficher à la société et les relations que devons avoir avec les gens, je me dis, finalement, les meilleurs, c'est à quel niveau et dans quel stade. Très bien, je vous parle de ces débats parce que vous n'êtes pas journaliste. J'ai l'accordé à Mike Dardy, Diana. C'est bien dommage que des menaces de mort comme ça viennent d'un certain... Celui qui a été journaliste, Kwado, nous connaissons Daniel Safou. C'est bien dommage. Je crois qu'aussi il faut que je sois... Il n'est pas à son premier forfait. Hein. Non, ce n'est pas la première. Mais je crois que s'il faut que je mette un peu de justesse, je comprends son état psychologique. C'est-à-dire vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, sa crédibilité en tant que député est remise en question dans cette affaire de 209 appels manqués et de pouvoir alimenter une motion d'ordre alimentaire pour soutirer le ministre Molindo Sakombi. Et je crois que c'est de là que aussi est partie de discorde. La discorde avec son ex-confrère. Bon, je dis confrère parce que j'estime que quand on est journaliste, on le reste pour la vie. Et que finalement, il a préféré, au lieu de pouvoir apporter des éléments de contradictoire, il a préféré jouer sur les menaces. Ça, c'est peut-être dans ses habitudes. Moi, je ne connais pas très bien Daniel Safou. Vous l'avez côtoyé. Moi, je ne l'ai jamais côtoyé. On dit que c'est dans ses habitudes. Mais je crois qu'à la limite du possible, c'est ce qui me ramène. C'est un peu la discussion qu'on a eue avec Joël Kadendanga récemment. Il dit c'est justement à ces niveaux-là qu'il faut la législation. Sur la protection, notamment sur l'exercice du métier journaliste, il faudra faire un effort. Mais l'Assemblée nationale, Excellence Radio, un député qui promet, il dit, il se promène avec les armes à feu et il va en finir. Il va atteindre à l'intégrité physique d'un journaliste. Donc, je crois que l'Assemblée nationale doit prendre je crois que l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités, mais aussi à la victime, il faut aussi prendre ses responsabilités. Je crois qu'il mérite d'être traduit devant. Mais pour ça, on n'a pas besoin que l'Assemblée ou la victime, c'est, comme on dit, c'est des faits flagrants
et que les parquets peuvent s'en saisir d'office, les parquets prennent la cassation. Absolument. Les audios qui circulent. Moi, j'ai vu un monsieur Barnabé Mirengamire qui a dit au chef de l'État qu'à Amboma. On n'a pas entendu que le président porte plainte. Les parquets prennent, les parquets s'en est saisi d'office. Serge, voilà la seule nuance qui n'est peut-être pas vraie mais qui reste une perception. Ce que Milinga, il avait dit à qui? Vis-à-vis d'une institution. Et l'autre là, comme Achille Kadima ne jouit pas d'un privilège des juridictions. Non, mais c'est un citoyen congolais. Non, mais je sais. On doit les protéger. Je sais. Je vous dis, soyons aussi réalistes. Oui. Le réalisme veut, à ce stade ici, qu'il n'attende pas l'action du ministère public. Il peut aller lui porter plainte. Engage, qu'il porte plainte. Qu'il n'attende pas. S'il attend, ça risque de partir en vrille. Nous connaissons tous comment ces gens-là fonctionnent. Très bien. Qu'il n'attende pas. Oui, Un monsieur petit Joseph. mot, je voudrais dire qu'au-delà des fonctions, au-delà des métiers, des carrières, il y a l'homme. N'est-ce pas? Il y a l'homme. Et si vous lui posez la question pourquoi vous êtes fait député, je crois que vous pouvez comprendre beaucoup de choses là-dessus. C'est vrai, hein? Ah oui, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi vous êtes député? Pourquoi vous avez choisi un mandat public comme député? Quel était l'objectif? En fait, vous allez voir qu'il ne va pas vous donner l'objectif d'un député. J'ai beaucoup aimé l'autoflagellation de Pascal Oronge tout à l'heure parce que nous avions été pour beaucoup dans l'élection de ces gens-là. Nous, comme pas individus, mais pour Kiosque, pour CCTV également, pour tous les autres journalistes. C'est bien dommage. Les gens être sensibilisés aux élections maintenant, vous préférez menacer vos propres confrères. C'est bien dommage. Merci beaucoup à vous. J'espère que ces électeurs des Moamba ont compris désormais à qui il faut placer leur confiance. Député, en tout cas, mandat à l'État ici la raconte. C'est le mot de Mwamba, c'est tout Congolais. Tout Congolais, voilà. Merci beaucoup. C'est encore qui, Redi Amis, qui chantait mandat à l'État ici là. Mais la vérité, c'est qu'il y a encore des journalistes bons comme les Pascal Oronge et les Serge Kabongo. Ah oui. Comme il y a Kamo Kwafing qui s'abat sauté. On se retrouve demain dans Jeudi Echo. Merci à toute l'équipe technique, à vous, auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir choisis chez vous sans notre autorisation, mais vous nous avez suivis. Merci à nos invités. Prenez rendez-vous avec ces magas d'éditeurs. Au revoir et très bonne évasion sur les antennes des canaux.